Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur, de la chaîne Sentier du Bonheur, une chaîne pour essayer d'explorer le monde, pour essayer de le comprendre, pour essayer de l'appréhender et pour essayer d'être plus heureux. Car non, le bonheur n'est pas quelque chose de vulgaire, le bonheur n'est pas forcément quelque chose qui nous est imposé par une société tyrannique. Le bonheur, c'est ce vers quoi va l'être humain naturellement. Et je ne pense pas honnêtement, en me regardant dans le fond des yeux, que je commette une œuvre horrible en prônant le bonheur pour tous. Bon, ceci étant dit, nous allons parler de l'économie et nous allons parler de la politique et des relations qu'il peut y avoir entre elles. Je m'aperçois qu'en ces moments troublés, où Macron vient de nous annoncer depuis 2 jours que l'Assemblée nationale allait être dissoute, qu'il avait voulu la dissolution, eh bien je m'aperçois que nous ne voyons pas bien souvent la relation qu'il y a entre l'économie et finalement la vie et la politique en général. Parce que j'ai l'impression que nos concitoyens n'ont pas saisi quelque chose de fondamental qui est que l'économie a une prise sur la société qui est énorme à tel point que certains changements structuraux de notre société qu'on pourrait imaginer n'avoir été faits que par des opinions, des volontés politiques, s'avèrent parfois et bien souvent aussi des conséquences de l'économie. Alors, il faut rappeler que l'économie, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas si longtemps, puisqu'il fut un temps où il n'existait pas beaucoup d'échanges entre les humains et on procédait par le troc. Le principe du troc, c'est que je t'échange mes mangues contre, par exemple, des coquillages, parce que je les trouve jolis, parce que je veux les offrir à ma femme, parce que j'ai beaucoup de mangues où j'habite, et puis que toi, tu as des coquillages, mais que tu n'as pas de mangues. Et donc, le phénomène du troc, eh bien, c'est un phénomène gagnant-gagnant, d'autant plus qu'on ne passe pas par les dépenses, on va dire, parasites que peuvent être la TVA et tout. Et donc l'économie au début était une économie basique, toute simple. Progressivement, elle a commencé à se développer. Alors on a parfois l'idée que les échanges importants dataient de l'Antiquité, un tout petit peu avant, mais en fait même dès l'époque de la préhistoire, eh bien on s'aperçoit qu'avaient été mises en place des systèmes de routes du silex apparemment, de creusement ou creusement de puits de silex par exemple, et qu'on avait parfois des échanges entre ces endroits où on produisait le silex par exemple, et puis parfois où on n'en avait pas. Et on avait déjà des flux presque on va dire pré-économiques qui s'étaient installés. Et puis bien sûr, avec l'Antiquité, le Moyen-Âge, on a assisté à des augmentations de cette activité. Et quand on voit par exemple ce qui a fait décider les notables romains à envahir la Gaule, c'était avant tout une raison économique, parce qu'ils y voyaient un joyau qui pouvait leur permettre de profiter de beaucoup de bienfaits. Et j'ai l'impression qu'à la lueur de ce qui se passe, on a oublié donc que l'économie pouvait, par sa situation, sa configuration, engendrer des situations politiques, et que ces situations politiques pouvaient donner lieu à des mouvements importants. La Révolution française, on la présente souvent comme un mouvement du peuple qui s'est ligué, qui s'est décidé à se battre contre le roi. Tu as entendu ça, on t'a dit, un matin, comme ça, ils ont mis le réveil, et puis ils se sont réveillés, et puis ils ont décidé de couper la tête du roi. En fait, c'est pas si simple que ça. On s'aperçoit quand on observe les choses qu'il y avait aussi des problèmes de dette au niveau de la royauté, qu'il y avait aussi des problèmes de dette au niveau de l'aristocratie, parce que le principe de l'aristocratie, c'était que le pouvoir au meilleur, c'était que finalement, c'était un héritage de l'époque des combats, l'époque d'insécurité qui régnait, où on avait des fiefs et où on avait des nobles qui, par leur titre, par leur possession, leur fief,
vivaient et n'avaient pas le droit d'avoir d'autres revenus que la terre, celle de leurs paysans, etc. À ce titre, un noble ne pouvait pas se permettre d'avoir une manufacture, parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore d'usine. Il vivait de ses revenus. Et on s'aperçoit bien que quand on regarde la royauté de l'époque pré-révolutionnaire, eh bien on a une situation, on va dire, économique qui ne peut plus durer, avec une aristocratie qui vit et survit. Rappelons-nous que les rois vendaient des offices. Ces offices, c'était des systèmes qui permettaient de recevoir une grosse somme d'argent au début et qui après donnaient une rente aux nobles. Par exemple, tu étais le surveillant des carpes du roi, donc dans ce cas-là, tu donnais 100 000 euros, et puis tous les ans, eh bien, pour ta fonction, on te donnait une rétribution. Et on était arrivé à la fin d'un système économique. On avait une dette énorme, et on s'aperçoit bien que finalement, eh bien, à cette époque-là, le passage, la révolution, comme on le dit, c'est-à-dire le retournement, révolution ça veut dire ça, s'est effectué, c'est-à-dire qu'on est passé de nobles qui n'avaient plus de rôle économique, qui n'avaient plus de rôle, puisque l'économie remplissait un rôle plus important que ne l'était la défense nationale. On a bien vu que les châteaux se sont mués de châteaux forts en châteaux d'apparat. On a ouvert les fenêtres, on a arrêté de faire des murs de 8 mètres d'épaisseur. Et on s'aperçoit bien qu'à cette époque-là, eh bien, ça a été aussi le passage d'une classe à une autre classe, de la classe des aristocrates, de ceux qui avaient le pouvoir parce qu'ils étaient nés principalement, au pouvoir des bourgeois, qui avaient aussi le pouvoir parce qu'ils étaient nés, mais qui avaient le pouvoir de l'argent. Et à titre même que après la Révolution, des bourgeois ont acheté des titres. C'était un sport national pour les aristocrates que de faire un mariage qui leur permettait de recevoir de l'argent et de prêter leur nom. Donc, ce que je veux dire, et après cette parenthèse un peu historique, c'est tout simplement que quand on voit l'évolution de notre société actuelle, on omet bien souvent que le fait que finalement, eh bien, l'économie a une grande part dans notre activité. Or, que se passe-t-il chez nous? Que se passe-t-il dans notre pays? Eh bien, nous sommes en face d'un problème important qui pourrait se comprendre même au niveau simplifié dans une famille. Les rentrées sont beaucoup moins importantes que les dépenses. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, c'est le cas parce que nous avons des administrations qui consomment de l'argent et c'est assez normal. Je suis un grand défenseur de l'emploi public parce que je pense qu'à long terme, à très long terme, c'est le meilleur moyen pour rendre un service. La preuve, quand il y a eu le Covid, on s'est adressé aux hôpitaux publics, on s'est pas adressé aux privés. Les petites cliniques, elles sont bien restées dans leur coin à attendre de pouvoir faire du beurre quand ce serait reparti. Et donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est que notre État, on ne s'en rend pas compte, mais notre État dépense beaucoup d'argent dans l'éducation, dans la santé, dans la défense nationale, dans la réglementation, dans la justice, et que tout cela, ça coûte de l'argent. Et en face de cela, il y a des phénomènes, des situations qui font que nous rentrons moins d'argent. Nous rentrons moins d'argent, bien que l'État français soit un des États, nous dit-on, qui prélève le plus au monde. Et c'est de là que vient le problème. Autre problème, et il est important aussi parce qu'on s'aperçoit qu'à une époque, avant que Macron ne déclenche une vague de dépenses inconsidérées, on s'aperçoit que, en fait, à une époque, il n'y a pas si longtemps, le déficit extérieur de la France correspondait en gros à la dépense d'hydrocarbures. Parce que nous sommes dans un pays qui a besoin d'énergie et que cette énergie nous vient de l'étranger, nous vient des pays qui nous produisent du pétrole, du gaz. D'où l'utilité pour certains dirigeants de passer par le nucléaire. Et donc c'est ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous sommes
parce que nous avons des dépenses qui sont logiques puisque nous protégeons les gens, nous apportons des retraites aux gens qui vieillissent, nous apportons la protection de la santé, nous apportons l'éducation nationale, même si tout ça marche de moins en moins bien, eh bien nous avons des dépenses et de l'autre côté nous avons des rentrées qui, je le rappelle, parce que nous avons désindustrialisé, parce que le monde change aussi, sont moins nombreuses. Et face à ça, le problème c'est que à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on a l'impression qu'on rejoue la même chose en changeant simplement les personnages. On a l'impression qu'on est dans une partie, on rejoue la même partie, mais on change simplement les donneurs de cartes. C'est comme ça que, en gros, la fin du XXe siècle a été dominée entre guillemets par la gauche, avec qui on a suivi par la droite, etc., etc. Et puis que à chaque fois, eh bien, on est sur le même modèle répétitif, récurrent, d'un président de la République élu qui a fait d'énormes promesses et qui ne les tient pas parce que, eh bien, on a des dépenses et parce que de l'autre côté, on n'a pas beaucoup de revenus. Alors je sais, certains me diront que je vois les choses d'une manière qui n'est pas logique, une manière qui n'est pas objective, que j'occulte les forces occultes justement qui cherchent de l'ultralibéralisme, qui cherchent à nous faire couler ou qui cherchent à faire que notre monde ressemble aux États-Unis avec des très riches et des très pauvres, mais force est de reconnaître que dans notre état, dans notre situation, dans l'état où se trouve notre état, dans l'état dans lequel se trouve notre nation, eh bien nous sommes dans une situation où nous sommes potentiellement, en principe, en déficit. Alors, face à cette situation, vous m'attendez au coin du bois en me disant « mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire ?» Eh bien, à chaque fois, ce qui est incroyable, c'est qu'on cherche toujours à sortir par le haut. Alors quand je dis le haut, c'est pas un jugement de valeur parce que ce serait plutôt le contraire. Mais à chaque fois, on cherche à essayer de s'en sortir en augmentant l'activité. On sait très bien que ça ne fonctionne pas puisqu'on sait très bien que vouloir une croissance perpétuelle dans un monde fini qui a un nombre de ressources importantes mais finies n'est pas possible. Et à chaque fois, eh bien, on commet les mêmes erreurs. Et mon avis, c'est qu'il faut raisonner parce qu'il y a une solution selon moi, qu'il faut raisonner plutôt à la manière dont on raisonnerait comme si on était un père de famille, en se disant, bon voilà, un père de famille, une mère de famille, un couple de famille, parce que je veux pas m'attirer d'ennui, voilà, il faut raisonner en se disant, quand on a des rentrées qui sont inférieures aux dépenses, il faut peut-être s'intéresser aux dépenses. Et là, il y a des marges de manœuvre. Alors non, je ne vais pas te jouer le Sarkozy en imposant, on va dire, des piqûres néolibérales qui vont supprimer des emplois. Je dis simplement qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir dans chaque domaine comment est-ce qu'on peut réussir à faire que les services qu'on rend coûtent moins cher. Et je pense qu'il est possible facilement, puisqu'on nous dit que la sécurité sociale est presque en équilibre, je pense qu'il est possible d'y arriver en utilisant ce que j'appelle la méthode chinoise, en utilisant ce que j'appelle la méthode russe, alors rien à voir avec Russia Today, qui consiste à faire beaucoup avec peu. Et en fait, on s'aperçoit que quand on touche un objet chez nous, cet objet est X fois plus cher qu'il coûte en réalité à produire. Et c'est un problème. C'est un problème pareil pour les services qu'on organise. Le problème, c'est que nous ne savons pas, nous les Français, faire quelque chose qui soit bon marché et qui fonctionne. Systématiquement, il faut qu'on rajoute des choses, qu'on mette des options et qu'on fasse que ça coûte une fortune. Je prends l'exemple des pompes à chaleur. La pompe à chaleur, fondamentalement, est une très bonne idée. C'est un système qu'on pourrait appeler presque surunitaire qui permet, sous le principe de la pompe, qui pompe en fait de la chaleur à l'extérieur, j'allais dire à l'étranger, qui pompe de la chaleur à l'extérieur pour la restituer à l'intérieur. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas encore conçu des pompes qui soient faites dans un esprit, je dirais, Dacia.
Hein, Dacia, c'est le système de Renault qui a consisté à récupérer les meilleures solutions des voitures qui avaient été construites et finalement d'en faire une voiture qui est peu chère et qui est efficace. Un monsieur qui réparait les voitures, qui faisait passer les contrôles techniques, me disait d'ailleurs la dernière fois que, quand je lui posais la question, les voitures qui paraissaient les plus solides et les plus résistantes étaient non pas les japonaises, mais d'après lui, les Dacia à l'époque. Et donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire une voiture à 10 000 euros assez correcte, alors qu'on va la vendre à 30 000 euros. Et si on appliquait sur les dépenses qu'on fait et qu'on a besoin de faire ce principe, eh bien, je pense qu'on pourrait réussir à faire des économies substantielles. Alors, attention, hein, je ne vais pas me substituer à ces gens qui, pendant les présidentielles, arrivent miraculeusement et te disent « yaka, il faut », parce que c'est le problème de toutes les élections présidentielles. On est un peu désenchanté, mais depuis pas mal d'années, on a ce phénomène qui apparaît. Hein, les yaka, les il faut, yaka faire, il faut. Eh bien, voilà, on a l'impression, si la personne a un peu de génie communicatif, qu'on est parti vers la solution, et en fait, à chaque fois, on se rétame. On est un peu comme des gens qui voudrions prendre notre envol, mais à chaque fois qu'on saute et qu'on arrive en bout du tremplin, on se casse la gueule. Il va peut-être falloir qu'on commence à se dire qu'il existe des moyens de régler des problèmes, mais qu'il faudrait vraiment prendre les choses à leurs racines. Par exemple, concernant la santé, c'est bien beau de soigner, ça engraisse pas mal de labos, même si je ne suis pas fondamentalement contre les labos qui produisent des médicaments, mais il faudrait se dire quand même que la prévention est très très importante. Il faudrait se dire aussi en matière d'éducation que même si c'est vrai, parfois certains profs sont embauchés alors qu'ils n'ont pas toujours le niveau, l'éducation nationale n'est pas responsable de tout. Et comme on le voit actuellement, on se rend compte qu'il faut de nouveau une sorte de colonne vertébrale à notre société qui a complètement parti en vrille et en gros aussi en raison à cause des wokistes, à cause de tous ces gens qui ont voulu supprimer la famille, qui ont inventé l'idée qu'il n'y avait plus de genre. Je ne sais pas si t'imagines, si t'as expliqué à quelqu'un qui a fait la guerre 14 que des gens tiennent ces discours, ça paraîtrait incroyable. Bref, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est tout simplement que nous sommes dans un monde où en fait nous négligeons le côté économique et que l'économie nous gère. L'économie est déterminante aussi et qu'on a même vu parfois des raisons économiques faire que des pays fassent la guerre. Si tu vois par exemple la Russie, qui n'est pas le même cas de la Chine, tu t'aperçois que c'est un pays qui a combien 140 millions d'habitants à peu près, qui a beaucoup baissé. Tu t'aperçois que c'est un pays qui est le plus grand du monde avec plusieurs X fois la France et tu t'aperçois que au niveau économique, eh bien c'est le PIB de l'Espagne. Alors bien sûr, les chiffres ne veulent pas dire ne sont pas absolus, mais tu t'aperçois quand même que c'est peut-être pas un hasard non plus si ce pays qui est le plus grand du monde, qui a des réserves énormes, fait la guerre alors qu'en fait il est dans une situation qui n'est pas enviable au niveau économique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, simplement, il n'y a aucune arrière-pensée dans ce que je dis, mais je pense que quand on vit une expérience qui se révèle toujours être la même, c'est-à-dire que régulièrement, depuis 40 ans, 50 ans, on voit qu'il y a des crises et régulièrement on voit qu'on a des sauveurs qui nous ne sauvent pas, eh bien nous devrions commencer à prendre la dimension du problème, ce serait déjà commencer à avancer. Alors je vois déjà ce qui me pose la question avant de terminer, mais comment faire des économies par exemple dans la santé? Eh bien surtout pas dans la manière dont ça a été fait avant, c'est-à-dire surtout pas en voulant faire des coupes drastiques et en n'écoutant pas les soignants. Mais si on crée des cellules pour écouter les soignants, si on crée des commissions, si on essayait aussi de réduire les prix des produits, eh bien on y arriverait. Hein, j'ai un ami qui s'est fait refaire, même pas refaire, tu vois, il s'est fait remettre un peu de ciment sur les dents. Le dentiste lui a pris 300 € pour à peu près 8 minutes de travail. Ben moi je trouve que c'est dégueulasse. Il faut commencer à raboter de ce côté-là, mais comme ça fait mal et qu'on est une société
on va dire du surplus, on est une société d'opulence, eh bien on n'a pas encore commencé à couper le gras. Quelque part, faire maigrir le mammouth, comme le disait le ministre, eh bien Allègre, c'est quelque chose qui n'est pas stupide. Faire maigrir le mammouth, oui, et puis essayer de faire des économies intelligentes, avoir le même service pour moins cher. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur, j'attends tes commentaires, ciao l'ami.